Donc merci à tous d'être venus pour cette soirée sur une conférence Fleuves et littoraux dans l'Antiquité, risques et aménagement, qui est une collaboration entre Sorbonne Antique et l'association Géonautes, l'association de géographie de la Sorbonne, là où nous sommes les antiquisants. On est ravis de cette collaboration qui s'ancre dans notre projet de conférence sur la mer dans l'Antiquité. On a choisi ce sujet cette année pour guider nos réflexions autour vraiment des interactions entre les types d'histoires, entre les disciplines, autour du bassin fertile qu'est la mer. Et donc, on est ravis de cette collaboration qui donne lieu à la deuxième conférence de ce semestre et où on reçoit Marguerite Ronin et Éric Foix. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse commenter Géonautes. Donc Géonautes, qui est l'association des étudiants géographes de Sorbonne Université, qui est donc vise à créer des liens entre les étudiants tout en mettant en valeur la culture géographique. C'est donc dans cette perspective que nous réalisons des conférences, des cafés géo, pour inviter des professionnels et pouvoir réfléchir avec eux, discuter sur des sujets aussi larges, la géographie. C'est vrai que la perspective de pouvoir ouvrir le public en parlant du sujet de géohistoire nous paraissait très intéressante. Et donc nous remercions Sorbonne Antique pour les discussions. Donc on va vous laisser vous présenter et donc la conférence se traduira entre deux interventions et ensuite un temps d'échange, de questions, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. On se présente d'abord, c'est ça ? Oui, si c'est possible, avant de commencer. Par hasard. Bonjour à toutes et à tous. Merci énormément pour cette invitation. Donc je m'appelle Marguerite Ronin, je suis chargée de recherche au CNRS, donc à l'UMR Arscan. Et donc je suis spécialiste d'antiquité romaine et je travaille sur les ressources naturelles, en particulier l'eau, et je me suis intéressée à la question des risques et la façon dont les risques étaient gérés dans le monde romain, et en particulier d'un point de vue institutionnel, administratif et surtout juridique. Donc je montrerai un petit peu. Alors, j'ai pas pris des textes à commenter parce qu'on n'a pas vraiment, il n'y a pas assez de temps, mais moi je travaille particulièrement sur les textes de droit romain qui sont assez peu utilisés en histoire romaine, mais dans lesquels il y a un gros potentiel pour ce type de questions, en tout cas des aspects socio-économiques. Merci. Moi, je voudrais d'abord vous remercier de cette initiative. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'expériences communes entre nos étudiants de géographie et d'archéologie et d'histoire. Et je vous rappelle qu'on a à Sorbonne Université la seule bilicence archéologie-géographie de France et le seul bimaster archéologie-géographie. Donc, c'est des choses que j'ai à cœur de voir se monter. Donc, moi, je m'appelle Éric Foix, je suis géographe, géomorphologue de formation, et dès ma thèse, j'ai appliqué la géomorphologie pour essayer de résoudre des problèmes de géographie historique. C'était au Péloponnèse et en Grèce occidentale, des problèmes de géographie historique. Et puis, ma thèse finie, j'ai un peu évolué vers le paléo-environnement, et donc je travaille en Méditerranée orientale, au Moyen-Orient et en Asie centrale essentiellement. Et le travail de géoarchéologue, c'est justement à partir d'une fouille, des questions des archéologues, d'essayer de trouver la manière d'y répondre ou de dire qu'on ne peut pas y répondre, monter un programme et réunir une équipe. Donc là, je suis parti d'abord sur les littoraux et puis je vous montrerai. On attaque ? C'est enchaîné à la suite ? Non. Merci. Alors... Peut-être mettre en... Oui, on va le mettre... Voilà. C'est bon. Donc... Fleuves et littoraux dans l'Antiquité, risques et aménagement. Moi, je vais plutôt commencer à insister sur la dynamique littorale, et puis je ferai la jonction entre la dynamique littorale et fluviale à l'échelle de l'Holocène, en essayant de décrire où on se trouve au moment de l'époque romaine. J'ai pris le port Portus, le port de Rome à Ostia, parce que c'était un port fluvial et
marin communiquant par la mer avec une lagune et qu'aujourd'hui, il est à l'intérieur des terres. Ça a été étudié par Jean-Philippe Goiran. Donc, on voit bien, situation actuelle, delta du Tibre, on a un port qui, aujourd'hui, n'est pas fonctionnel dans la situation géomorphologique de la plaine. Vous voyez qu'il y a déjà une question d'évolution de l'environnement pour comprendre comment le port pouvait fonctionner. Alors, je vais prendre les choses, rassurez-vous, je vais être rapide, hein, d'assez loin. Je vais d'abord vous présenter l'évolution des niveaux marins très rapidement à l'échelle du quaternaire. Et puis, il y a une période très intéressante entre 15 000 BP et 7 000 BP. BP, c'est Before Present, c'est 1950. Parce que c'est la période où le niveau marin monte de moins 90 mètres à un niveau proche de l'actuel. En Méditerranée, on est aux alentours de 5 mètres en dessous du niveau actuel à 6 000 BP, 7 000 BP. Et puis, on a un long palier de remontée très lente. Et on rentre à nouveau maintenant dans une phase d'accélération rapide où on retrouve les rythmes de cette période. Et je conclurai là-dessus. Comme ça, je fais le lien entre les dynamiques actuelles. On verra donc les conséquences pour les populations et les sociétés entre 7000 BP et le début du XXe siècle. On verra on parle de risques littoraux, il y a ce grand schéma général, et puis il y a un tas d'exceptions qui, en archéologie, peuvent avoir une importance décisive. Je m'intéresserai au lien avec ce littoral, le lien entre les fleuves et ces littoraux, et on verra que les littoraux ont eux-mêmes des dynamiques hydrosédimentaires avec des cycles, et que les rivières que nous connaissons aujourd'hui, notamment du fait du petit âge de glace, pulsation froide et humide, 1350-1850, ne sont pas du tout n'ont pas l'aspect qu'elles avaient à l'époque romaine. Alors, à l'échelle du quaternaire, là c'est les 120 000 dernières années, on a des phases glaciaires de bas niveau marin, l'amplitude maximale c'est moins 120 mètres, et puis des phases de haut niveau marin interglaciaire. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que pour les sociétés, depuis 2 500 000 ans, je vous rappelle qu'Homo erectus sort d'Afrique il y a 2 millions d'années, qu'Homo sapiens apparaît il y a 300 000 ans, finalement, les phases de niveau marin proches de ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est 10% du temps. Et que donc, en archéologie préhistorique, paléolithique et mésolithique, l'essentiel des territoires visités, explorés par l'homme, sont sous l'eau. Et que pendant ces périodes glaciaires, vous avez en marron, eh bien c'est là que les diffusions de population se sont faites. Il se passe quelque chose de très intéressant archéologiquement entre 15 000 BP, niveau marin à moins 90 mètres, et 7 000 BP, niveau marin entre environ 5 mètres en dessous du niveau actuel en Méditerranée. On a une remontée rapide de l'ordre d'1 mètre par siècle. Et cette remontée rapide, elle intervient à un moment où les sociétés sont plus composées de chasseurs-cueilleurs qui s'adaptaient facilement aux variations du niveau de la mer, déplaçaient leur terrain de chasse. Mais on a des populations mésolithiques et néolithiques qui commencent à s'installer, à créer des terroirs. Alors cette remontée, 1 mètre par siècle, elle est lente, mais lorsque la mer remonte et remplit des cuvettes, eh bien là on a un remplissage très rapide qui peut monter à plus d'1 mètre par an, et on a des effets directs sur les populations. Alors, je vous montre pour l'Europe les territoires de la dernière période froide qui ont été submergés par cette remontée post-glaciaire. Le phénomène est international. La zone la moins étudiée, la plus prometteuse en termes de reconstitution géomorphologique des fonds marins et de mise en relation avec des sites archéologiques indiens, c'est la péninsule d'Asie du Sud-Est entre l'Australie et le Vietnam, parce que là, on a d'immenses territoires qui ont été fréquentés par l'homme jusqu'à très récemment. Même chose dans le golfe Persique, vous avez une mer plateau continental équivalent à la Manche,
qui a été fréquentée par les hommes jusqu'à il y a 8000 ans, et ce n'est que depuis 8000 ans que la mer est rentrée suffisamment, formant une mer. L'exemple le plus connu, c'est celui du Doggerland en mer du Nord, où on a une submersion extrêmement rapide en 1000 ans, aux alentours de 7000 BP, et où on retrouve vraiment des preuves matérielles, des outils taillés, de populations de chasseurs-cueilleurs se déplaçant et chassant. C'est pas votre sujet, mais exemple de dépression, on est en Grèce en Épire, Albanie au nord, Grèce au sud, vous avez l'île de Corfou, vous avez le continent, et quand on s'intéresse à l'archéologie grecque, on est dans une région où on a beaucoup de sites néolithiques, Sidari est l'un des plus connus, mais il y en a d'autres, mais très très peu de sites mésolithiques. Or, s'il y a un néolithique installé là, il y a eu un mésolithique. Donc on a un étudiant, Antoine Chabrol, qui soutient sa thèse en juillet prochain. Il a reconstitué en bathymétrie un paléolac qui se trouve à moins 40 mètres en dessous du niveau de la mer, qui a été submergé très rapidement. Et l'hypothèse que nous faisons, c'est que les sites mésolithiques étaient autour de ces terres lacustres. Et ça, on peut le retrouver également dans le golfe de Corinthe ou dans les Cyclades. Et l'exemple le plus connu mondialement, c'est celui du remplissage de la mer Noire. À partir du moment où la mer Méditerranée, dans son rythme de remontée post-glaciaire, a débordé par le détroit des Dardanelles, on a eu un remplissage extrêmement rapide, hausse de 100 mètres à raison de 15 cm par jour. Donc ceux qui ont démontré ça, c'est Ryan et Pittman, qui sont deux chercheurs américains compétents. C'est eux qui avaient démontré l'assèchement messinien de la Méditerranée il y a 7 millions d'années par fermeture de Gibraltar. Donc voilà, j'attire votre attention sur le fait que les niveaux marins actuels sont quelque chose d'assez exceptionnel à l'échelle de l'histoire de l'humanité, des sociétés humaines sur le temps long. Quelques sites. Le site le plus connu, c'est le village néolithique d'Al-Klit Yam, au large de Haïfa, qui est à 8-12 mètres de profondeur, abandonné vers 6300 avant Jésus-Christ. Le petit village a peut-être, c'est le puits archéologique le plus ancien connu en contexte archéologique. Alors le site a sans doute été détruit, affecté par un tsunami, suite à un immense glissement de terrain sur l'Etna, mais sa submersion aujourd'hui est due uniquement à la hausse du niveau marin. Donc pour vous indiquer la richesse de ces plateformes continentales. Vous avez d'ailleurs un programme européen, le programme SPLACOS, qui a recensé les sites paléolithiques et mésolithiques en Europe, submergés, devant être protégés. Il y a une conséquence culturelle. Vous avez une universalité du mythe du déluge. Alors vous trouvez un peu spécialisé à faire une recherche sur Internet. Tout ça mérite d'être étudié à la fois du point de vue de l'anthropologie, de l'histoire, des textes et de l'environnement, mais il est certain que cette remontée post-glaciaire rapide universelle a dû laisser des traces dans les cultures en général. Moi, l'exemple le plus marquant, j'ai travaillé en terre d'Arnhem au nord de l'Australie, c'est la région de Darwin, et là c'est intéressant parce qu'on a des sites sacrés d'initiation aborigène, et on voit apparaître le barramundi, qui est un poisson d'estuaire qui remonte un peu comme les saumons, vers 7000 BP, alors qu'avant, les poissons n'existent pas dans l'iconographie. Donc déjà, on a la preuve de l'éruption de nouveaux animaux marins pour marquer la marque culturelle. Après, le mythe du déluge, c'est quelque chose d'autre. Alors, la grande période de bouleversement, de 15 000 BP à 7 000 BP, la mer remonte très vite, trop vite pour que des littoraux puissent se construire. Donc l'info que j'ai pour vous, il n'y a pas une plage, un delta, une plaine littorale à l'échelle du globe qui ait plus de 7000 ans. Elles se sont toutes formées entre 7000 ans et aujourd'hui. Parce que à 15 000 ans, au niveau de la mer est à moins 90 mètres, il y avait des plages. Mais la mer a remonté tellement vite qu'elle n'a pas pu emmener ses sédiments avec elle.
Et donc, à 7000 ans, bien que le niveau marin soit un peu plus bas qu'aujourd'hui, c'est le maximum de pénétration de la mer à l'intérieur des terres. Je prends l'exemple de la plaine de Thessalonique, où vous avez Péla, la capitale de Philippe de Macédoine, d'Alexandre, qui était un port. Et vous voyez qu'à l'époque romaine, eh bien, on a une plaine littorale qui est à 5 km avec une chaussée romaine qui cale parfaitement où était le cordon littoral de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Eh bien, ce qui s'est passé dans le monde entier, à partir de 7000 BP, alors le néolithique n'a pas démarré partout, hein, ça commence à 12 000 BP en Levant, c'est 8000 BP en Chine. On a un emballement des défrichements, et donc au moment où la mer cesse de remonter rapidement, l'intervention de l'homme ouvre les paysages et augmente l'érosion et le transport de sédiments. Et c'est la concordance des deux phénomènes qui va faire qu'on va avoir apport de sédiments par les fleuves, puis remaniement par les mécanismes de la dérive littorale, c'est-à-dire mobilisation par la houle et les courants marins de ces sédiments, pour former des cordons sableux, ce que vous appelez des plages, à l'arrière desquelles vont se créer des lagunes, c'est-à-dire des étendues d'eau qui communiquent avec la mer, qui vont se colmater et donner des marécages. Et la géoarchéologie, avec différents carottages permettant de reconstituer les sédiments, de caractériser leur milieu de dépôt, de par la microfaune de reconstituer l'environnement, est-ce qu'il est fluviatile, eau douce, salée, permet de reconstituer ces cartes. Et ça, on pourrait le faire pour le delta du Rhône, le delta du Nil. Et ce qui est intéressant, si vous travaillez dans le Nouveau Monde en Australie, vous avez un emballement de ces mécanismes. Alors, il y a eu la même chose, mais le réel emballement se fait au XVIIIe siècle quand les colons britanniques s'installent et commencent à faire des défrichements en grand. Et on voit apparaître la colonisation par l'Europe va générer des processus qu'on a eu beaucoup plus tôt en Méditerranée, des processus accélérés. Alors, vous voyez, quand on parle on est obsédé par la hausse du niveau marin, et finalement, de 7000 BP au milieu du XXe siècle, on a eu à gérer le problème inverse. C'est-à-dire que bien que la mer continue à monter très lentement, l'apport des sédiments à la côte était tel que le problème, c'était comment éviter que nos ports soient ensablés. Et toute l'histoire des ports anciens, donc les Phéniciens s'installent plutôt dans des îles, dans des baies, ces baies sont colmatées, les Grecs s'installent, eux, plutôt dans des petites criques, ces criques sont colmatées, les Romains s'installent plutôt dans les lagunes ou dans des ports fluviaux qui sont colmatés, et c'est comme ça jusqu'à l'époque contemporaine. On fait des avant-ports, on drague, on doit lutter contre l'ensablement, contre l'apport de sédiments. Et ce n'est que depuis la Seconde Guerre mondiale que le phénomène s'est inversé, alors que la hausse du niveau marin a été modérée. Je me rappelle 30 cm en un siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? Les grands barrages. Dans le monde aujourd'hui, les grands barrages piègent 70% des sédiments mondiaux qui n'arrivent plus à la mer. C'est la principale raison du recul des littoraux par l'érosion sur le siècle qui vient de s'écouler. Et là, on rentre dans une phase qui va être extrêmement critique, parce qu'à cause du réchauffement global, on va passer de 30 cm par siècle à 70 cm 1 mètre. Et je vous rappelle que les conséquences du réchauffement climatique, si on arrêtait tout rejet de gaz à effet de serre aujourd'hui, il faudrait 1000 ans pour que le carbone en excès soit recyclé par les puits de carbone naturels. Ça veut dire que, quelles que soient les décisions qu'on prenne, on en a pour 1000 ans de gestion des conséquences du réchauffement global, et que parmi ces changements globaux, il y a pour sûr, sur au moins 1000 ans, la remontée du niveau marin à raison d'1 mètre par siècle. Ce qui veut dire que sur 1000 ans, on est sûr que le niveau marin va monter de 10 mètres. Et donc, pour nous, société humaine, le temps de gestion, c'est 20 ans, on rentre dans le dur, parce que alors que on a toujours ces barrages, qu'on en prévoit d'autres, on n'a plus de sédiments qui arrivent à la mer, et on passe à une augmentation de hausse de l'ordre d'1 mètre
par siècle, qui va faire qu'on va avoir un recul accéléré. Donc on rentre dans le dur et ça permettra peut-être des belles découvertes archéologiques parce que ça va faire reculer de beaucoup la côte, si je veux présenter les choses positivement. Alors, pour bien vous montrer que ça concerne le monde entier, je suis allé chercher la rivière des Perles, qui est le delta le mieux étudié en Chine, mais j'aurais pu également... Vous savez que la Chine a connu un âge de bronze très riche, et il y a des sites de l'âge du bronze dans le delta du Yangtze, dans la province de Shanghai, et c'est la même histoire. Hein. Ça, d'un point de vue géoarchéologique, ce qui est bien, c'est qu'on peut facilement passer d'une civilisation à l'autre, parce que les processus géomorphologiques sont les mêmes. C'est plus facile que de passer d'une ère culturelle à l'autre quand on est archéologue. Alors, infrastructure, pour illustrer ce que je viens de dire. 2 programmes, un sur lequel j'ai travaillé, que j'ai dirigé dans le cadre de ma thèse, et un programme fait dans une ANR dirigé par Jean-Philippe Guaran à Tigre. Ici, c'est le port de Niades. On est dans le delta de l'Achéloos, à la sortie du golfe de Corinthe, et il y avait un port qui subsiste aujourd'hui, qui est visible. On a un hangar à bateau accroché au pied d'une colline calcaire qui porte une cité avec un mur d'enceinte, la cité de Niades, et avec les ports de Zéa, du Pirée. C'est les 2 grands exemples de hangars à bateau du IVe siècle avant Jésus-Christ, les mieux conservés. Cette Niades est aujourd'hui une colline dans le delta de l'Achéloos, et on sait que le port n'est plus utilisé à partir de 220 après Jésus-Christ. C'était un port militaire. Il s'agissait de faire la police pour essayer d'empêcher des pirates ou des attaques de rentrer dans le golfe de Corinthe et de menacer Corinthe. Donc l'idée, c'était de mettre des galères à l'eau et d'arrêter très vite le danger. Alors, quand on a fait le programme, il y a 3 hypothèses. Euniades était une île, Euniades était un port maritime, soit par une baie marine, soit par une lagune, ou Euniades était un port fluvial. En fait, quand on fait l'étude géoarchéologique, on exclut très vite le port fluvial, parce que tous les bras sont au sud, et quand on arrive à dater en utilisant des cartes anciennes, on se rend compte que l'essentiel de la progression du delta de l'Achéloos renvoie au petit âge de glace, cette période 1850 dont j'ai déjà parlé, qui est une période d'hiver froid, pluvieux, dans un contexte de monde plein et beaucoup de défrichement, et c'est des crises hydrosédimentaires énormes. Et ça concerne l'ensemble du monde tempéré, et notamment méditerranéen. Et les carottages que nous avons opérés dans le port et dans la lagune montrent qu'on a eu d'abord un port ancien en baie marine, qui très vite a évolué en lagune, et le port a fonctionné tant que la lagune a été assez en eau, mais il n'a jamais utilisé le fleuve comme voie d'accès pour ce port militaire qui n'est pas un port commercial. Dans le cas de Tyr, c'est une problématique différente. On a la civilisation phénicienne qui s'installe sur une île, et puis cette île, il y a des hauts fonds, donc la dérive littorale a tendance à piéger du sable, et puis Alexandre le Grand, pour conquérir la cité, fait une digue, et à partir de là, on a un tombolo, la construction d'un tombolo, c'est-à-dire un cordon sableux qui relie une île à la mer, qui s'accélère. Ce qui est intéressant à Tyr, c'est que c'était un peu une cité-État comme Singapour ou Abu Dhabi aujourd'hui. Et face à la montée du niveau marin continue, même si elle était faible, la ville s'est constamment construite en remblai pour étendre son territoire. Et par exemple, quand Christophe Morange a fait des carottages pour trouver les ports, il a trouvé que les ports romains. C'est Jean-Philippe Guaran qui a trouvé les ports phéniciens, parce qu'on a eu l'idée de carotter à l'intérieur des terres en ville, sous les remblais. Et donc, vous voyez l'adaptation là. Alors, pour le coup, ici, il y a eu la thématique de la remontée du niveau marin et la difficulté d'avoir une ville qui croît en habitants, qui croît commercialement et qui veut rester un emporium un peu à l'abri,
et qui doit grandir autour. Et puis, avec le tombolo, vous retrouvez ce thème de la sédimentation, du colmatage accéléré, et ce serait la même chose pour le tombolo d'Alexandrie, avec l'île de Pharos. Alors, les Romains s'installent à un moment qui est un moment, je dirais, de relative accalmie. C'est-à-dire que les littoraux sont au 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. Les littoraux sont constitués en Méditerranée. Les lagunes sont constituées. Naturellement, il y a des tempêtes, il y a des crues, mais ils se sont installés dans un paysage qui n'est pas radicalement différent du nôtre, sauf si on est au débouché d'un fleuve extrêmement actif. Donc je prends un exemple, les ports romains de Narbonne, l'Aude s'est très tôt détournée des lagunes, et les ports romains de Narbonne, on les retrouve au bord de la lagune. Carthage, c'est pareil. Par contre, vous voyez le Tibre, le port romain, qui était au contact d'une lagune, lui, il a été entièrement colmaté, pris dans la plaine sédimentaire. C'est un peu pareil dans le delta du Rhône. Alors, si vous regardez les littoraux et les risques, il y a cette grande histoire que je viens de vous raconter, et puis il y a des exceptions. Si vous êtes en Scandinavie, les ports vikings ou les plages où les vikings déposaient leurs bateaux il y a 1000 ans, elles sont aujourd'hui 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Parce que c'est le rebond glacio-hydrostatique, c'est-à-dire que les continents libérés du kilomètre de glace qui les recouvrait, libérés de ces glaces, les continents remontent. Ils ont eu la poussée d'Archimède qui les a enfoncés, et ils remontent. Et ils continuent à remonter, ils remontent très vite, de l'ordre de 10 mètres en 1000 ans. Donc, vous voyez, si vous travaillez proche des Inland Seas, c'est une autre thématique. Donc, aussi des photos qui vous montrent ces plages soulevées ici en Norvège. Ensuite, et en Méditerranée, c'est tout particulièrement pertinent, le jeu de la tectonique. Quand vous avez des failles normales, des failles verticales, vous avez des blocs qui se soulèvent à chaque tremblement de terre. Je vous donne un ordre de grandeur. Le plus grand séisme connu en Méditerranée, c'est celui de Falasarna à l'est de la Crète. C'est un soulèvement de 6,50 mètres en 365 après Jésus-Christ. On est précis parce qu'on a les textes et qu'on a daté les coquillages morts sur les anciens quais. Donc là, 365 après Jésus-Christ, on est à l'est de la Crète. Il y a une faille normale qui borde le littoral, le bloc se soulève de 6,50 mètres, le port est abandonné, et aujourd'hui, vous visitez les bassins avec une falaise de 6,50 mètres qui vous met sur le littoral actuel. En Méditerranée, on a quand même plus souvent, dans les séismes historiques qu'on connaît, on a des traces. Un littoral sur une falaise calcaire laisse une encoche, quand il y a un soulèvement, on retrouve cette encoche. C'est souvent de l'ordre de 20 cm à 1,50 m. 6,50 m, c'est exceptionnel, mais ça s'est produit notamment à l'époque byzantine. Et par exemple, au sud de la Turquie, j'ai fait mon HDR sur l'évolution des lignes de rivage de l'Istrie à la Syrie. Au sud de la Turquie, entre Kemer et le Hatay, c'est-à-dire la région d'Antioche, vous avez des blocs entre des failles nord-sud qui ont soulevé des littoraux. Vous avez des ports comme Andriaké, qui se sont trouvés suite à un soulèvement, avec un littoral qui a été nourri de tas de sédiments et qui ont fermé d'anciens petits canyons où des bateaux, on a des quais, alors cette fois-ci d'époque romaine ou hellénistique, avec des choses qui ne sont plus fonctionnelles, parce que le soulèvement tectonique a fourni tellement de sédiments à la mer que les cordons ont barré et qu'ensuite, toute la période qui suit, les bateaux sont obligés d'ancrer dans les baies devant. Plus personne n'utilise ces ports. Donc vous voyez que les séismes peuvent être une cause de changement du niveau marin. Il y a aussi le port de Séleucide-Pierry, le port d'Antioche, qui suite à un soulèvement d'1,50 m est devenu inaccessible aux bateaux. Et Antioche a reconstruit un port dans le delta qui a fonctionné jusqu'à l'époque ottomane. Alors, autre exemple, je reste en Grèce, l'île de Céphalonie, c'est avril dernier, j'ai des collègues qui avaient les fouilleurs du site romain de Fiscardo, leur avaient demandé, il y avait des carrières qui avaient l'air sous la mer, et ils ont trouvé dans ces carrières
les coins de bronze qui servaient à écarter les lits pour sortir les bancs. On a donc un fond de carrière ennoyé avec les outils restés en place. Ben, il y a eu un tremblement de terre avec une submersion ici d'environ 1,50 m, avec des carrières qui étaient hors de l'eau et qui se retrouvent sous l'eau aujourd'hui. Autre type de déplacement sur la verticale, avec des conséquences importantes sur l'accessibilité au site. Dès que vous avez des volcans et des chambres volcaniques proches de la surface, quand la chambre volcanique est en activité, elle se gonfle. Quand elle décroît, elle s'affaisse. Le plus bel exemple en Europe, et c'est aujourd'hui toujours la zone à risque la plus forte d'Europe, avec un risque d'explosion, si l'eau rentre en contact avec le magma, ça fait une explosion. C'est le plus grand danger, c'est pas le Vésuve le plus grand danger pour ton pays, c'est les champs flégréens, ici, autour de Pouzzoles, et vous avez le site de Baïa, où Néron a oxy sa maman, et vous avez dans la baie de Baïa toute une série de villas romaines sous l'eau, et vous avez le port de Pouzzoles qui se soulève de l'ordre d'1 mètre en un an. C'est la respiration de cette chambre magmatique. Et il y a des colonnes d'un marché romain qui ont des niveaux de coquillages, et c'est mon collègue Paolo Pirazzoli avec Christophe Morange qui avait daté ces coquilles et qui ont reconstitué de l'époque romaine à aujourd'hui ces respirations, ces remontées, ces descentes très rapides. Dans un autre registre, là j'ai travaillé à la terminaison occidentale du Caucase, en face de la Crimée, c'est la péninsule de Taman, entre la mer d'Azov et la mer Noire, et vous avez un Bosphore qui est dans la continuité du Bosphore des Dardanelles qui fait correspondre la mer de Marmara avec la mer Noire. Ici, c'est le Bosphore cimérien qui fait correspondre la mer Noire avec la mer d'Azov. Et vous aviez là des colonies grecques, Phanagoria, Gorkipia, tout ce qui est indiqué là, qui sont les seules colonies grecques à avoir reconnu Rome, à payer des taxes, mais à ne jamais avoir été occupées par Rome. Rome n'est pas allé si haut. Eh bien, aujourd'hui, on n'y comprend rien quand on étudie cette presqu'île, parce qu'on a des sites qui sont sous l'eau, d'autres qui sont un peu au-dessus, et ce qui est rigolo, l'archéologie soviétique avait reconstitué à partir de ces sites des variations de la mer Noire qui avaient été vendues à tous les pays frères, Roumanie, Bulgarie, et l'archéologie donc fouillait avec des variations du niveau marin. Et donc j'ai eu un programme avec l'école française d'Athènes, et j'ai fait faire des carottages sur les cordons côté golfe cimérien, détroit cimérien, côté mer d'Azov, côté mer Noire. Et on a trouvé des niveaux de plage équivalents décalés jusqu'à 6 mètres. C'était donc pas la mer qui a bougé. Qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a des gisements de gaz profonds. C'est l'un des terrains de jeu de Gazprom. Et à la faveur de ces gisements de gaz, on a des remontées, on appelle ça des volcans de boue. C'est-à-dire que le gaz remonte en emportant de l'eau et de la boue le long d'axes anticlinaux, et vous avez ces déplacements sur la verticale. Vous avez là les courbes de ces différentes plages avec des âges équivalents. Et donc, pour reconstituer la paléogéographie de l'époque grecque et puis l'évolution ultérieure, il faut corriger ces variations. Alors là aussi, les Grecs s'étaient en fait installés sur une vaste île, et le fleuve Kuban n'a vraiment rattaché cette île au continent qu'au XIXe siècle. Vous voyez, tous les bras ici sont datés des années 1800 et quelques. Et il faudrait que vous ayez, j'ai une carte plus grande mais je ne l'ai pas mise. Et Kuban se jetait en fait au Nord Caucase jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, le lien avec les cours d'eau, c'est ce qui vous intéresse, c'est votre thème. Alors, n'oubliez pas que la mer définit un niveau de base. Et vous avez compris que ce niveau de base, il est en gros un petit peu en dessous du niveau actuel, 5 mètres, mais c'est pas ça à l'échelle d'un bassin versant et d'un fleuve de plusieurs centaines de kilomètres qui va faire une différence majeure. Donc en gros, on peut considérer que de 7000 BP aujourd'hui, le niveau de base est à peu près stable, sauf contexte tectonique particulier. Par contre, le cours d'eau, il a sa propre logique hydrosédimentaire. Il y a un amont. S'il est montagneux, c'est les zones de collecte des eaux, de ravinement, d'arrachement, de transport de matériaux.
Ça va être moins fort comme phénomène comme une dynamique érosive s'il y a une forêt, ça va être plus fort s'il n'y en a pas, mais ça va toujours être de la dynamique érosive. Par contre, il va y avoir un aval. Alors cet aval, ça va toujours être un cours d'eau, on est en plaine, qui méandre, avec un chenal qui est construit en période de crue, qui va être navigable, il peut se déplacer, on peut vouloir l'endiguer, on peut vouloir le fixer, mais la partie aval, elle va toujours être navigable, avec le seul risque, c'est qu'il y ait un colmatage, qu'il y ait des apports et qu'il faille continuellement dégager, draguer. Alors si on a eu la chance de se mettre hors d'un contexte fluviatile, on est beaucoup plus tranquille. Sur une lagune ouverte qui n'a pas de fleuve, sur une île dans une baie, mais dès qu'on est dans un delta, et puis il y a une partie qui est très intéressante, c'est la partie du système de tressage, c'est la partie qui recueille les sédiments grossiers et qui n'est capable de transporter ces sédiments grossiers que lors de grosses crues. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a des crises hydrosédimentaires qui peuvent être climatiques, des périodes où il y a plus de précipitations, ou qui peuvent être anthropiques, des périodes où les défrichements intenses, où on parlait tout à l'heure de transport de bois, de radeaux et des barrages qu'on casse et qui font des crues, vous allez avoir plus de sédiments. Donc il y a des périodes, et c'est ça la métamorphose fluviale, quand un cours d'eau passe d'un style de tressage à un style de méandrage à chenal et l'inverse. Et cette zone, elle fluctue. Et la dernière fois qu'elle a fluctué en masse, c'est pendant le petit âge de glace, 1350-1850, provoquant un engorgement en charge grossière de sédiments jusque très bas. Et par exemple, quand on travaille dans les Balkans, Andrinople était communiqué, Andrinople c'est en Thrace, à peu près une centaine de kilomètres de la mer. Aujourd'hui, vous ne remontez pas de la mer à Andrinople en bateau, parce que vous avez un système de tressage torrentiel. À l'époque romaine, on le faisait. Et la plupart des fleuves turcs, c'est une étudiante d'histoire qui avait fait une thèse il y a quelques années, j'avais supervisé les textes, c'est très intéressant parce qu'on voit que les ports cités se trouvent aujourd'hui dans des systèmes de tressage et qu'ils ont avancé. Et chronologiquement pour moi, alors l'étude générale n'a pas été faite, mais pour moi c'est le petit âge de glace. Je vous donnerai un exemple albanais sur lequel j'ai travaillé. Et donc là, vous avez, ça va réduire les portions navigables pour la navigation. Par contre, pour des descentes de radeaux de bois, que ce soit torrentiel, que ce soit un chenal en tresse, ou que tant qu'il y a assez d'eau pour porter en crue le bois, il va flotter. À l'aval, vous voyez, le système de méandre dans la partie plane, là vous avez des déplacements de méandre. Prenons le port d'Arles. Pourquoi on a retrouvé le port romain à Arles, qui est un port de rupture de charge, c'est-à-dire que les bateaux remontent de la mer jusqu'à Arles, et puis là, on débarque et puis on passe à d'autres modes de transport. Eh bien, c'était des quais. Ces quais ont été sapés par déplacement latéral du Rhône. Les quais sont tombés, les statues qui les portaient, les entrepôts aussi. Ensuite, il y a eu des crues qui ont scellé tout ça. Et lors d'aménagement, on a retrouvé ces systèmes. Donc, ici, sur un cours d'eau, la crue en elle-même, sur la partie aval, c'est pas des crues torrentielles. On risque d'être inondé, en fait, il faut dégager des limons. Donc ça ne devient une fossilisation rapide qu'à partir du moment où le site est abandonné. J'ai travaillé à Olympie. Olympie est recouvert de 6 mètres d'alluvions, et ces alluvions sont mises en place entre le 6e et le 8e siècle après Jésus-Christ, 2 siècles après l'abandon d'Olympie. Donc souvent, ces phénomènes catastrophiques, quand on est sur le littoral, les tempêtes, les tsunamis, on a plein d'exemples de tsunamis pour Alexandrie. La ville n'a jamais été abandonnée. Regardez l'Indonésie, le grand séisme d'Indonésie, qui a fait près de 200 000 morts. Tout est réoccupé, c'est pareil dans l'Antiquité. La vague passait, elle arrivait, elle refluait, il y avait des destructions, il y avait des morts, et si la cité était assez florissante, on reconstruisait, on réparait, et puis on attendait le prochain tsunami 35 ans ou 40 ans après. Pour un port fluvial, c'est la même chose. Une crue, eh ben on va dégager les bâtiments. Et on va enlever la boue, comme on fait aujourd'hui
Et puis, par contre, si ça tombe dans un moment d'abandon économique ou de baisse du pouvoir politique, on ne va pas se réinstaller. Ou si la fréquence devient trop forte, il faut déplacer le port. Donc, c'est ça qui est intéressant, de croiser les textes, l'analyse géomorphologique et les aménagements. Alors, je fais le lien avec la crise actuelle, le changement climatique actuel. Dès qu'on a, donc là je suis plutôt à l'aval, dès qu'on arrive dans les zones de dépôt, j'ai un cours d'eau, j'ai son lit mineur et son lit d'inondation. Le lit d'inondation, on le voit très bien sur toutes les cartes, même une carte topographique. Il y a des périodes de crise hydrosédimentaire, et là nous rentrons dans un nouvel épisode de crise hydrosédimentaire à cause du changement global. On va avoir des crues de plus en plus fréquentes, et on a eu une très grosse crise hydrosédimentaire pendant le petit âge de glace. J'ai travaillé dans la vallée de l'Arroya, on en parlait tout à l'heure, le fleuve qui se débouche à Vintimille, à l'arrière de Nice, et il y a eu la tempête Alex en 2022. Crue temps de retour 800 ans, 1 an de précipitation en 5 heures. Toutes les vallées, le Var, la Tinée et l'Arroya ont été remblayées jusqu'à 8 mètres de hauteur de galets. Et quand on a commencé notre programme, j'ai daté des dépôts grossiers au-dessus. Et je pensais trouver des crues très anciennes. Et j'ai trouvé la terrasse de Ly, fin 19e, qui était la même type de dépôt accumulé en 300 ans, de crues beaucoup plus fréquentes que dans le siècle qui vient de s'écouler. En 1 siècle et demi, de 1850 à aujourd'hui, tous ces alluvions avaient été enlevés, arrachés. L'Arroya s'est coulé sur la roche en place, sur le calcaire. Et là, en un épisode, la montagne, par des éboulements de masse extrêmement importants, a réemblayé l'ensemble de la vallée au niveau du petit âge de glace. Donc là, il y a 2 solutions. Soit il ne se produit plus d'événements hydrosédimentaires extrêmes dans l'Arroya, et dans 200 ans, on aura retrouvé la situation antérieure à Alex. Soit il va y avoir d'autres épisodes qui vont entretenir. Donc, quand on est à l'aval, et donc c'est souvent le cas des ports fluviaux en lien avec la mer, on est dans cette situation, fort déplacement latéral des cours d'eau. Donc les solutions, si on veut les stabiliser, c'est de les endiguer, c'est de construire des quais, c'est de draguer, mais il faut constamment intervenir pour maintenir la logique de ces bras aval, c'est leur déplacement latéral, pendant chaque crue. Alors je vous donne un exemple, je vous parle du petit âge de glace. On est en Albanie, on est au sud de l'Albanie, et on a un port qui est le port d'Apollonia. Alors là, 3500 avant Jésus-Christ, il n'y a pas Apollonia. C'est des collines molassiques, donc des dépôts sableux argileux. Et ça, c'est la ligne de rivage du maximum de la transgression post-glaciaire. Les Corinthiens installent au 7e siècle avant Jésus-Christ une colonie ici, et j'ai un cordon littoral qu'on a retrouvé par carottage. Alors j'ai triché, j'ai utilisé les géologues russes parce qu'ils voulaient exploiter des minéraux lourds qui se trouvent accumulés dans ces cordons, et ils avaient un bagne, ils avaient vu faire des carottages par les bagnards tous les 10 mètres, et donc j'ai eu accès à cette carte qui m'a permis de faire un minimum de carottage pour taper sur ces cordons de plage. Donc vous avez là, donc les Grecs arrivent, il y a un cordon à 200 mètres de leur site, ils débarquent sur la plage, ils construisent leur site. Puis, il y a la Vjosa, le fleuve Vjosa qui arrive. Et là, on a un texte très intéressant à l'époque romaine, c'est la fuite de César. C'est plus tard qu'il nous raconte que César est assiégé dans Apollonia et il ne veut pas être pris. Donc il convainc un pêcheur de l'emmener. Le pêcheur, le texte dit, on va descendre le fleuve, ça va aller, mais on va rentrer dans la lagune, ça va aller, mais la lagune, on ne va pas réussir à passer sur la mer, parce qu'il y a la tempête. César lui dit, tu es avec César, nous sommes protégés par Jupiter, ils partent, et puis ils font demi-tour, et ils partent 2 jours plus tard. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la situation
est resté à peu près stable, tel que dans l'Antiquité, avec un peu d'avancée de la Viosa, jusqu'au XVe siècle. Au XVe siècle, le fleuve Seman qui est là a changé de cours et il a construit l'ensemble de la plaine littorale. Pourquoi il a fait ça? Et la Viosa également a construit son delta vers le sud. Eh bien, c'est cet emballement hydrosédimentaire correspondant au petit âge de glace, avec en plus la conquête ottomane qui refoule les populations à l'intérieur. Et vous avez à la fois une mise en culture extensive sur la côte et une exploitation de populations qui doivent vivre en autarcie sur les versants. Et donc tout ça, c'est post-15e siècle. Alors, on rentre dans le dur, je fais le lien avec l'actuel. On retrouve aujourd'hui des thématiques qui sont ceux qu'on a connus du Mésolithique au Néolithique, avec une hausse du niveau marin qui va rejoindre les taux, et on en prend pour 1000 ans, d'1 mètre par siècle, et on en a au moins pour 1000 ans. Avec la différence, c'est qu'on n'a jamais été aussi nombreux. On est 8 milliards, on était 1 milliard. Dans l'Antiquité romaine, il y avait quoi Oui. J'ai plus les chiffres en tête, je les ai vus, ils doivent être là d'ailleurs. 1 million en Eurasie. Oui, c'est ça, 1 million de personnes. L'Empire romain, ça devait être de... Non, pas 1 million. Non, pas 1 million. 20 millions, 20 millions. Oui, oui. 20 millions en Italie à l'époque romaine, peut-être. Ouais. Non, peut-être pas 20 millions. Peut-être 10 millions en Italie. Peut-être 20 millions dans l'Empire. Enfin, en tout cas, il y avait 500 millions d'habitants sur Terre au maximum. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, vous voyez, beaucoup plus de population, centrée sur le littoral, 40% de la population vit à moins de 100 km des côtes, et une mondialisation, un système d'approvisionnement qui repose entièrement sur la littoralisation. N'oubliez pas que 90% des marchandises sont transportées en bateau. Que la production d'énergie se fait majoritairement sur les côtes. Pourquoi? Parce qu'il faut refroidir. Que ce soit un réacteur, une raffinerie, il faut refroidir. Et sur les fleuves. Et l'urbanisation s'est faite massivement sur les fleuves pour ces infrastructures, pour le tourisme. Donc on rentre dans quelque chose qui est inédit et qu'on a beaucoup de mal parce que culturellement, la thématique a toujours été de lutter contre l'avancée du littoral. Or, avec le piégeage des sédiments dans les bassins versants, l'extraction massive dans les estuaires et les deltas de sable pour la construction et la remontée du niveau marin qui s'accélère, on est en très grande fragilité. J'ai été un peu vite, j'ai abordé tous les thèmes, mais je pense qu'on pourra discuter tout à Je l'heure. vous remercie. Merci. Merci à vous. Et j'ai dû faire plus de 20 minutes. Un petit peu. J'ai pas eu tout, mais je vous apprends. Comment? Vous aviez vu, vous avez rien vu, c'est gentil. Je suis présidente de session. Ok. Alors, c'était merci beaucoup. C'était une excellente mise en condition, je dirais, pour ce que je vais présenter, de façon sans doute un peu plus. Alors, je vais aller plus dans des cas très précis, et puis surtout, je n'ai pas du tout le même type d'approche ni de source. Donc. Pour resituer pour les puisque je vais parler de risques, alors pas pour les géographes bien sûr, mais peut-être pour les historiens et historiennes qui sont peut-être moins au fait. Quand on parle de risque, on parle à la fois, on parle de la conjonction entre un aléa qui est un événement naturel, donc comme l'a expliqué Éric Fouache, remontée des eaux, etc. Et donc avec une certaine occurrence, une certaine intensité. Et la vulnérabilité, c'est-à-dire les enjeux humains, à la fois les vies humaines, bien sûr les enjeux économiques, sociaux, etc. Et puis l'exposition. Donc plus on est près de l'endroit où l'aléa se produit, plus on est exposé au risque et donc plus le risque est important lorsque il se déclenche.
Et pour moi, ce qui est important en fait dans ce schéma, c'est que bien sûr, alors aujourd'hui, on a une approche technologique différente. Ceci dit, les Romains, autant qu'ils pouvaient, avaient aussi une approche technologique, mais ils avaient des moyens évidemment beaucoup plus limités. Même s'ils essayaient d'agir sur l'aléa, et ils essayaient, enfin même ils agissaient sur l'aléa dans certains cas, mais ce qui est le plus simple, c'est d'agir sur la vulnérabilité, c'est-à-dire sur les enjeux humains, donc se protéger, reculer les installations par rapport au bord du fleuve, ou ce genre de précautions très simples. Mais aussi un certain nombre de solutions que je vais vous montrer qui sont plutôt d'ordre juridique. Et quand je parle de juridique, je veux dire des rapports de droit privé entre les personnes. Alors les types de risques fluviaux qui m'intéressent moi et qui sont présents dans les textes, c'est l'assèchement du lit du fleuve, les inondations, mais aussi les déplacements du chenal. Latéral, donc comme on voit par exemple, on le voit à Ostie par exemple. L'érosion des berges, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans les textes. Et puis la sédimentation et l'ensablement. Et effectivement, l'époque romaine connaît cette crise sédimentaire qui est à la fois d'origine naturelle et anthropique et qui a des conséquences en fait sur là on voyait à l'échelle un petit peu macro, ça a des conséquences très directement sur les patrimoines privés, c'est-à-dire les gens dont la propriété privée est installée sur le bord d'un fleuve. Et je vais montrer des exemples précis. Les enjeux pour le monde romain, c'est bien sûr la navigation, la sécurité des berges, donc tout ce qui est installé sur les bords de berges, donc ça veut dire tout le transport, les quais de déchargement, etc. Ça veut dire les entrepôts, parce qu'en fait, donc l'exemple le plus emblématique et le mieux connu, c'est bien sûr Rome, qui est au bord du Tibre, avec une activité très importante vers son arrière-pays, donc à l'aval du fleuve, et aussi à l'amont, qui sont deux parties du fleuve qui connaissent qui sont dans des situations très différentes, avec non seulement le cours, et puis aussi la grosse problématique à l'amont, c'est-à-dire vers l'embouchure, c'est la création de cette plaine sédimentaire qui gêne le transport outre-mer. Rome, c'est une immense métropole qui pose des vrais défis logistiques pour son approvisionnement. Donc un approvisionnement d'outre-mer qui arrive de l'Empire, qui est important, notamment le ravitaillement au grain, qui est extrêmement important d'un point de vue économique, humain et aussi politique, puisque une crise de ravitaillement à Rome, c'est potentiellement une émeute, une révolte, et qui peut mettre en jeu la vie des autorités et de l'empereur. Donc le ravitaillement, c'est extrêmement important, mais également toutes les ressources naturelles, tous les produits, les ressources comme le matériau de construction par exemple, d'autres produits alimentaires comme l'huile, le vin, etc. Et donc à l'amont, énormément de produits aussi qui sont apportés, par exemple le bois de construction qui provient des forêts des Apennins. Navigation, sécurité des berges, et aussi stabilité des situations juridiques. Et ça, c'est un point important parce que c'est ça qui va être présent dans les textes de droit que j'étudie plus particulièrement. C'est qu'on a besoin c'est un peu le problème des juristes romains, c'est notamment dans tout ce qui est la question de gestion des cours d'eau, c'est les juristes ont besoin, en tout cas le droit a besoin de quelque chose de stable. On change pas les règles toutes les 5 minutes. Le problème, c'est que c'est difficile d'obtenir quelque chose de stable, quelque chose de fixe dans un environnement qui évolue en permanence. Et donc, les patrimoines privés, les propriétés privées qui sont sur les bords de fleuves, elles sont prises dans cette tension entre un environnement qui évolue parfois au cours de la nuit. Un épisode, une crue par exemple, ça peut déplacer les limites de propriété du jour au lendemain. Donc, un environnement qui bouge très vite et un besoin de stabilité pour assurer la sécurité de ces patrimoines.
Alors, les solutions, d'abord, on a tout un ensemble de solutions techniques qui sont, Eric Foch en a montré certaines. Pour le monde romain, donc on en a. Et ce qui est intéressant, c'est que ces solutions techniques, elles ont aussi un volet protection juridique que je vais présenter après, enfin que j'évoquerai après. Des endiguements, c'est tout ce qui est la consolidation des berges. Donc, je parlais de la sécurité des berges, la solidité des berges. Donc, on retrouve dans beaucoup de fleuves, enfin quand on cherche dans les fleuves romains, ici c'est à Vaison-la-Romaine, les fouilles qui ont été effectuées donc dans l'Ouvèze, et on voit en fait la digue qui a basculé. Ici, ça a été reconstitué, donc avec des systèmes de pilotis, de gros en fait quais qui sont créés, dont on retrouve parfois donc les pieux en bois, etc. Et puis des parties en dur aussi, enfin en matériaux moins périssables. Évidemment à Rome, c'est tout l'emporium, c'est-à-dire la section du port qui se trouve vraiment à l'aval de Rome, dans la section qui va vers Ostie, et avec également des gros quais, enfin des quais qui supportent les grands entrepôts de l'emporium. La canalisation des berges, c'est également ça va avec l'endiguement. C'est une solution qui est adoptée, qui peut avoir aussi d'autres avantages. Par exemple ici, ça c'est à Arles, et donc c'est le Rhône. Et ce que pensent les archéologues qui travaillent sur la section du Rhône qui passe vraiment devant la ville ancienne, c'est que le Rhône a été canalisé de façon à être légèrement plus étroit et de permettre une circulation plus rapide également des bateaux à cet endroit-là pour rejoindre plus facilement le port fluvial. Et enfin, évidemment, lié au problème de sédimentation, on a de façon perpétuelle des opérations de dragage du chenal. Bon, j'aurais dû la mettre en plus petit, c'est pas une photo en très bonne qualité, mais en fait on voit ici la façon dont les pelles des dragueurs romains sont venus en fait creuser le sédiment de façon en fait à pouvoir continuer à utiliser le chenal. Et il y a aussi on pense avoir retrouvé un dragueur romain, c'est-à-dire un bateau qui est équipé d'un trou au milieu pour permettre le passage d'une grosse pelle, pour permettre le dragage du port. On sait que je le dirai après, que cet entretien il était effectué de façon régulière. On a peu de textes là-dessus, mais par exemple c'est le cas de ce que fait l'opération en fait d'urbanisme que met en œuvre Auguste quand je crois que c'est en 4 avant Jésus-Christ, qui a une grande opération de nettoyage du Tibre. Et c'est Suétone qui raconte ça, et donc de nettoyage à la fois des berges et du lit du Tibre, c'est-à-dire tous les déchets, tout ce qui s'est accumulé à l'intérieur du Tibre, et puis et également dégager les berges de toutes les constructions qui gênent la navigation et qui gênent le passage de l'eau. Donc ça c'est pour les solutions techniques. Ensuite, on a tout un ensemble de solutions qui sont mises en place par les autorités romaines et qui sont plutôt des solutions de nature administrative. Administrative parce que ça suppose, c'est ce que j'appelle les solutions administratives, ça suppose l'édiction d'un certain nombre de règles et qui sont ensuite mises en œuvre par des solutions qui sont mises en œuvre par la puissance publique. Alors, la première qui est intéressante parce que on la voit à l'œuvre, enfin on la voit mise en œuvre à Rome, mais également dans d'autres régions du monde romain. En tout cas, c'est ce qu'on sait par les textes. C'est le bornage. Donc là, je vous ai mis un exemple ça c'est une des bornes.
Le texte est ici, donc vous pouvez trouver dans le corpus d'inscription latine. Et on voit que un certain nombre de personnages qui sont en fait des sénateurs. Alors ça se passe entre 41 et 54, donc sous le règne de Claude. Et ces personnages sont des curateurs des rives et du lit du Tibre. Donc c'est une administration qui a été mise en place un peu après Auguste. Ça fait partie des grandes curatelles, ce qu'on appelle les curatelles urbaines. Il y a la cura aquarum pour les aqueducs, et il y en a d'autres, et il y a la curatelle des rives et du lit du Tibre, qui sont au passage aussi en charge des égouts qui passent par le Tibre. Et donc avec l'autorité de l'empereur, ils ont mis en place, donc sur la rive, ils ont termina verum, c'est-à-dire qu'ils ont borné depuis Trigario jusqu'au pont d'Agrippa. Donc ils ont borné la rive. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait ils ont délimité un espace. Et tout à l'heure il y avait une diapositive qu'a montré Eric Wash où on voyait le cours de le lit mineur et le lit majeur, c'est-à-dire le lieu où passe le passage du fleuve. Et puis il y a une plaine qui est inondable et qui en général aujourd'hui dans les plans d'urbanisme n'est pas constructible. Et d'une certaine façon, c'est un petit peu la même chose que le bornage va mettre en œuvre. C'est-à-dire que ça délimite une zone. Alors c'est pas seulement pour des raisons c'est non constructible. Non seulement pour protéger les personnes éventuellement qui s'installent là et puis qui seraient dont les propriétés seraient endommagées, mais ça c'est un peu ce que nous on a tendance à penser parce qu'on a un régime assez protecteur. En l'occurrence, pour les Romains, c'est plutôt protéger l'espace du fleuve, c'est-à-dire empêcher les gens de s'installer là où ils ont envie, parce que justement, il y a un espace public. Derrière ça, il y a une notion qui est une notion juridique, c'est que l'espace du fleuve est un espace public, et l'espace public, c'est l'espace public du peuple romain. Et ce qui appartient au peuple romain est en théorie inaliénable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'accaparer, un propriétaire privé ne peut pas s'accaparer en théorie, en réalité ça arrive parfois, ne peut pas s'accaparer le sol du peuple romain. Ça va poser d'autres problèmes dans les déplacements de chenaux, parce qu'en fait, évidemment, si le lit du fleuve est propriété du peuple romain, parfois, le problème, c'est que le lit se déplace de façon définitive. Et pour les juristes, ça pose donc un problème de savoir cet endroit, où était le lit du fleuve, du coup, à qui est-ce qu'il doit appartenir. Bon, le bornage du fleuve, donc je reviens à ça. Donc à Rome, on connaît un certain nombre de bornes de ce type-là qui ont été retrouvées notamment lors des fouilles au 19e siècle, enfin des dégagements au 19e siècle qui ont été faites quand on a créé les grands quais en fait qui sont très hauts aujourd'hui à Rome et qui empêchent de fait la ville d'être inondée. Et puis on a quelques témoignages littéraires sur ce bornage à Rome. On sait aussi que lorsque on crée une cité romaine, notamment une colonie, mais ça peut être aussi dans le cas d'un municipe, et qu'on devait faire une assignation des terres, c'est-à-dire qu'on découpe le territoire que Rome a conquis, découpe le territoire pour attribuer des lots à des vétérans notamment. À ce moment-là, il faut déterminer quel lot on attribue à quelle personne. Et évidemment, il y a des terres qui sont mieux placées que d'autres. Et les terres qui sont dans le lit du fleuve, c'est-à-dire en zone inondable, justement posent problème. Et ça c'est le travail d'ingénieurs qu'on appelle les arpenteurs et on a gardé quelques traités d'arpentage. Je vais en montrer tout à l'heure. Et enfin, je vais montrer un exemple. Et les arpenteurs expliquent que si on a mal délimité les rives du fleuve, on risque de se retrouver avec des propriétés privées qui sont inondables. Et donc, évidemment, les gens ne sont pas contents parce que les personnes à qui on a assigné ces lots sont pas satisfaites puisque leur propriété n'est pas équivalente à celle d'un autre dont la propriété n'est pas inondable.
Parmi les solutions que j'appellerais administratives, on a aussi un certain nombre de dispositions sur l'entretien du chenal. Alors là, c'est un exemple un tout petit peu particulier puisque c'est un canal de dérivation qui a été créé le long de l'Èbre et qui s'appelle le Riwui Siberiensis. Donc le texte qu'on a retrouvé, qui s'appelle la Lex Riwui Iberiensis, enfin qu'on a appelé la Lex Riwui Iberiensis, c'est le règlement d'utilisation de ce canal de dérivation qui permet en fait l'irrigation d'un certain nombre de parcelles qui sont situées de part et d'autre. Un des enjeux de ce texte, c'est de mettre en place les règles de l'entretien des parties communes du canal, c'est-à-dire du canal principal. À quelle date est-ce que ça doit avoir lieu ? C'est un enjeu parce que comme c'est un canal d'irrigation, c'est un enjeu pour les agriculteurs qui sont de part et d'autre et qui veulent irriguer leurs parcelles. Et il faut arrêter l'alimentation du canal à un moment donné pour pouvoir l'entretenir. Et donc la question doit être tranchée. La date de fermeture du canal pour permettre l'entretien doit être tranchée par l'ensemble de la communauté. Donc l'entretien du chenal peut être aussi on a d'autres exemples d'entretien du chenal de façon communautaire. Par exemple à Antioche, il y a un règlement d'entretien d'un quartier en fait où les habitants du quartier doivent de façon commune procéder à l'entretien du chenal. Et puis un dernier ensemble de solutions que j'appelle les solutions jurisprudentielles ou juridiques. Bon, jurisprudentielle, c'est en fait un terme un peu plus précis et exact. Je fais une petite parenthèse pour préciser, notamment pour les historiens et les historiennes, que ça peut intéresser. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Ah oui, alors ça c'est un peu impropre d'ailleurs, parce qu'en fait, jurisprudentiel, ce serait uniquement ce qu'on trouve dans le digeste du corpus juris civilis, et ici, ce sont, on pourrait dire, juridiques. Deux gros ensembles. Il y en a d'autres, des codex de ce type-là, mais le plus important, c'est le codex théodosien, où on trouve un ensemble de décisions impériales, qu'on appelle des constitutions impériales, et donc celui-ci a été constitué en 439. Donc c'est un ensemble, c'est un recueil en fait de décisions importantes, ou en tout cas toujours en vigueur en 439. Donc on trouve, et c'est rangé par thème, donc on trouve beaucoup de choses sur les fleuves, en tout cas tout un chapitre sur les fleuves, sur les aqueducs. Et puis en 533, encore plus intéressant d'après moi, le Corpus Juris Civilis qui réunit aussi des constitutions impériales, plus un manuel de droit, et surtout ce qu'on appelle le digeste. Et là, on a une compilation de textes jurisprudentiels, c'est-à-dire écrits par des juristes du IIe siècle avant Jésus-Christ au IIIe siècle après Jésus-Christ, et qui donnent toutes sortes d'informations, alors pas seulement sur les environnements naturels et sur les fleuves, mais également sur toutes sortes ça peut être le droit de la famille, ça peut être le droit des esclaves, etc. Et donc là, il y a beaucoup d'informations d'ordre socio-économique. Ces solutions et surtout les solutions de droit privé qui sont, je trouve, les plus intéressantes, elles ont pour vocation il n'est jamais question de protéger un environnement. La question ne se pose pas dans ces termes. La question, le droit romain protège des patrimoines privés. C'est un droit qui protège les propriétaires. L'autre, ça c'est l'aspect plutôt droit privé, c'est-à-dire rapport entre les personnes privées. Ce qu'on va voir aussi du côté des constitutions impériales, c'est comment sécuriser les revenus de l'État. Parce que sur ces terres, il peut y avoir des taxes, il peut y avoir des revenus en fait, à la fois pour les municipalités, les collectivités plus locales, mais aussi pour l'empereur. Et donc, si des terres qui sont complètement noyées alors qu'elles produisaient en fait un certain revenu pour l'État, que ce soit parce qu'on taxait la production agricole, par exemple,
Et ça va poser un problème pour les autorités impériales. Alors, un premier exemple, non, vous n'allez pas pouvoir lire ça, donc j'ai mis en plus gros. Ça, c'est un exemple, en fait, que j'ai étudié avec un collègue géomorphologue, Ferréol Salomon. On a pris un texte de droit, donc je l'ai pas mis parce que c'est un peu long et technique, là, ça s'y prêtait pas, mais si des gens sont intéressés, on peut y revenir plus tard. Qui commence par indiquer, et ça c'est intéressant parce que ça nous donne des informations sur ce que savaient les Romains sur les mouvements des fleuves et sur la morphologie des fleuves. Et Pomponius, qui est un juriste du IIe siècle, nous donne des indications sur comment est-ce qu'il conçoit, qu'est-ce qu'il sait de la formation du Nil. Et donc du coup, il y a 3 cas. Il y a la formation du Nil par l'apparition d'une nouvelle branche. Donc ici, on a le fleuve. Et donc ça, il le décrit très précisément dans le texte. Donc ça, c'est le géomorphologue qui a fait moi, j'ai traduit le texte, mais le géomorphologue a fait le joli article. Et donc du coup, on a cette île qui va se créer à l'intérieur du chenal. Le problème est toujours, comme on est dans du droit privé, la question qui se pose toujours aux juristes, c'est à qui est la propriété du sol. Il donne deux autres façons dont une île peut apparaître. Donc formation par la baisse du niveau d'eau et formation de l'île par aggradation d'un banc. D'accord. Donc je vais pas détailler tous les graphiques, mais donc à chaque fois la question, et lui, le juriste, son travail, c'est de réfléchir et de donner la solution, surtout qui est propriétaire du coup du terrain et de l'île qui va se créer. Parce que il peut s'agir d'îles de taille importante, ça peut être intéressant pour du pâturage, et puis petit à petit, ça peut être aussi des îles qui vont être finalement des terres cultivables. Ouais. Un autre exemple auquel réflexissent les Romains. En tout cas, là c'est rapporté par Agenius Urbicus, qui est donc un arpenteur, un de ces ingénieurs dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui lui a des connaissances de droit, donc qui va nous donner des choses intéressantes pour comprendre les solutions juridiques. C'est le problème en fait du dépôt des sédiments d'une berge à l'autre. Donc on a ici un fleuve qui est un méandre avec du sédiment, en tout cas de la terre, qui est arraché de cette partie-là ici, et qui va se déposer de l'autre côté. Et les juristes se demandent à qui appartient cette terre qui a été déposée de l'autre côté. Alors la solution la plus ce qui est toujours intéressant, c'est qu'en fait, ils donnent les opinions des uns et des autres. Ils disent, un tel croit ça et propose ça comme solution, moi je pense plutôt ça. Donc là, en l'occurrence, ce qu'ils disent, c'est que une opinion qui circule, c'est que le propriétaire lésé doit aller chercher la terre qui lui manque de l'autre côté. En pratique, on voit pas comment ça peut se passer, mais c'est là aussi que l'arpenteur dit, un des problèmes qui se pose, c'est que cette terre, ici, l'érosion, elle a lieu ici, d'accord ? Non, c'est plutôt sur le dépôt que ça va être intéressant, c'est qu'en fait, cette partie en vert, à un moment donné, elle était dans le lit du fleuve. Donc à un moment donné, elle était la propriété publique du peuple romain, et donc normalement, personne n'est censé se l'accaparer. Sauf qu'une fois que la situation est devenue permanente, c'est impossible de tenir cette solution. Après, il ne nous donne pas forcément toujours la solution. Alors, quelque chose d'important aussi à propos du droit romain, c'est que ça nous donne souvent, le droit, c'est toujours ce qui devrait être. C'est pas forcément ce qui a été. C'est-à-dire que on n'est pas censé traverser en dehors des passages piétons, mais si dans 1000 ans, quelqu'un lit que à Paris, en 2026, on n'a pas le droit de marcher en dehors des passages piétons, ça nous dit pas si les gens marchaient ou pas en dehors des passages piétons. Là, c'est un petit peu la même chose. Ça ne nous dit pas forcément la façon dont les choses étaient gérées, mais en tout cas, ça nous donne des indications sur une certaine conception de la façon dont les problèmes, en tout cas sur le savoir relatif aux problèmes qui se posaient.
et sur la conception en tout cas les solutions qui pouvaient être appliquées. Tout ça, c'est un ensemble de solutions. Elles n'étaient pas forcément toutes appliquées en même temps, elles n'étaient pas toutes appliquées peut-être du tout. Peut-être il y a beaucoup de choses aussi qui nous échappent dans la pratique, mais voilà un ensemble de solutions qui pouvaient être appliquées et qui pouvaient être appliquées pour la gestion du risque relatif donc aux environnements fluviaux. Et je m'arrêterai là. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment. Pour l'instant, je vais ouvrir. Des questions. Merci beaucoup déjà pour vos interventions. Vous proposez, il me semble, 2 méthodes très différentes pour comprendre les phénomènes environnementaux. On va utiliser ce large mot, qui ne peut au final pas souvent dire grand-chose. Mais on a quand même une proposition d'histoire plutôt longue et une proposition d'histoire courte. Comment, à votre avis, en termes de sources pour l'histoire antique, les deux peuvent se jongler et quand est-ce que la grande histoire des phénomènes géoarchéologiques peut recouper avec la petite histoire des sociétés humaines? Alors d'abord, c'est des thèmes interdisciplinaires. Il n'y a pas, et on ne peut reconstituer le temps long que par une somme d'études locales qui permettent de reconstituer ce temps long. C'est-à-dire que la synthèse que j'ai présentée n'a été rendue possible que par une multiplication d'études de cas, et pour apporter la bonne explication, par exemple sur l'Albanie, il y avait des textes ottomans, c'est exactement comme ce que vous avez présenté, il y a une crue, le fleuve a changé de cours, le sultan détaxe, donne, excusez-moi, je suis fatigué, j'ai le terme, enlève des impôts à la cité si elle reconstruit un nouveau pont et endigue le nouveau cours d'eau. Et donc, moi, je peux identifier l'ancien cours, mais je ne peux pas le mettre dans son contexte historique si j'ai pas un historien qui m'apporte les informations. Et à un moment, s'il n'y a pas quelqu'un qui fouille les berges et le contexte, donc c'est vraiment de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que soit c'est un historien qui a un corpus de texte qui se pose une question, soit c'est un archéologue qui est face à un phénomène et soudain il se rend compte qu'il n'arrive pas par un raisonnement uniquement archéologique ou l'historien par un raisonnement de source à le résoudre, qu'il y a une dynamique environnementale, et donc c'est des allers-retours constants d'une équipe à l'autre en fonction des questions. C'est typique, là, la brume de rive concave et le lobe de rive convexe. Un géomorphologue vous dire, il y a un bon brume de rive concave. Vous apportez soudain une question hyper précise qui est dans mon cas, et c'est intéressant de voir qu'il y a une vraie dynamique, c'est-à-dire qu'elle est géomorphologique, mais jamais un géomorphologue aurait pu s'emparer du thème de à qui appartient le terrain. Et donc là, c'est bien de montrer qu'il y a une réalité géomorphologique dynamique qui est bien perçue, puis qu'ensuite, il y a un traitement qui effectivement n'est pas de se protéger des crues, on n'a pas forcément conscience que la rivière s'inscrit dans une dynamique de temps long, parce que ça, il y a que nos sociétés qui ont pu faire cette découverte-là, et vous donner un sens et un contexte, donc c'est des allers-retours. Par ailleurs, c'est vrai que quand on est, enfin moi en tant qu'historienne, quand on va voir les publications de géomorphologie, par exemple, c'est toujours extrêmement frustrant parce que ils donnent 7000 ans d'histoire, et moi j'ai besoin de 3 siècles, mais on peut forcer les géomorphologues à nous donner les réponses, parce qu'en fait, quand on fait un carottage, on a toute l'histoire de plusieurs siècles, mais en réalité, on peut prendre une section qui nous donne aussi les réponses qu'on attend sur une période donnée. Il y a ça aussi, c'est que en fait, on n'est pas intéressé non plus dans les disciplines ne sont pas forcément intéressées par la même temporalité, mais en revanche, on peut quand même, de la même façon, les historiens peuvent aussi se forcer à travailler sur des périodes plus longues. Donc, surtout si on s'intéresse à ces phénomènes-là.
L'autre chose aussi quand même, ce qui est intéressant, c'est que de travailler ensemble, ça apporte quelque chose sur là où ça se complète, c'est que ce qu'observent les géographes sur le terrain, ça ne dit pas ce que ça ne comment dire. En tout cas, entre histoire, géomorphologie et archéologie, ce qui est intéressant de faire la triangulation, c'est que l'histoire va pouvoir éclairer les savoirs qui étaient existants. C'est-à-dire que l'archéologie va étudier des structures qui sont, par exemple, des structures de protection, etc., des endiguements. La géomorphologie va nous expliquer comment est-ce que le fleuve a évolué. Mais avec l'histoire, on peut aussi dire, finalement, qu'est-ce qu'il comprenait de ce qu'il faisait pour se protéger, qu'est-ce qu'il comprenait à la fois des mouvements du fleuve, et est-ce qu'ils avaient un savoir théorique enfin non, forcément empirique évidemment, mais est-ce qu'ils théorisaient la façon dont ils allaient se protéger, et du coup, est-ce qu'ils pouvaient le reproduire ailleurs? À partir du moment où on a théorisé ce savoir, du coup, on va pouvoir le diffuser ailleurs. Alors, évidemment, à chaque fois, ils se heurtaient à des conditions hydrologiques, hydrographiques, je sais pas trop comment on dit, différentes. Mais, et d'ailleurs, ça, c'est intéressant aussi parce que les arpenteurs, donc, qui vont dans les provinces et qui doivent intervenir sur des terrains différents, ils disent aussi quelque chose, ils disent, bon, on commence par demander aux populations locales. C'est-à-dire comment est-ce que le fleuve se comporte, jusqu'où est-ce qu'il inonde, par exemple. Et ça, on commence par demander aux gens qui connaissent le terrain pour pouvoir agir, en tout cas du point de vue romain, pour pouvoir mettre en place les règles par exemple de délimitation des territoires. Merci. Alors j'ai un exemple. J'ai travaillé dans un delta en Grèce, le golfe d'Ambracie. C'est là qu'il y a eu la bataille d'Actium. Et suite à la bataille d'Actium, Auguste a donné des terres et on a centurié. Donc je vais à un colloque. Et moi, je présente mon étude géomorphologique du delta. J'étais assez frustré parce que j'avais uniquement des datations récentes. Et j'ai un historien, Panagiotis Doukelis, qui présente sa reconstitution du cadastre romain. Et lui, il avait des blancs. Et en juxtaposant nos deux cartes, on a eu tous les deux un complément. Lui, il n'avait pas de cadastre là où j'avais mes terrains post-antiques. Et moi, dans ces zones de cadastre, il y avait des endroits un peu effacés qui étaient des bons candidats pour être d'anciens tracés, d'anciens cours. Donc c'est typique de ce dialogue. Il y a des questions qu'on peut se poser dans l'interdisciplinarité. Et c'est ça qui est la vraie richesse. Merci. Si je suis clair. Tout à fait. Oui. Bonjour et merci. Enfin, bonsoir et merci de votre présentation. Je voulais savoir, vous avez montré plein de cas, d'un point de vue institutionnel, vous avez parlé légèrement des mythes qu'il y avait dans différentes cultures. Et donc ils avaient des façons d'anticiper des actes, d'anticiper des variations sur le temps long, mais est-ce qu'à court terme, vous pouvez anticiper comme on anticipe une attaque, comme on anticipe aujourd'hui une précipitation, est-ce que les populations avaient moyen de se regrouper, de savoir que d'ici quelques jours, il y avait possibilité... Une crue, par exemple. Oui, une crue ou je ne sais quel autre événement. Ou est-ce que c'était toujours justement dans la réponse à un événement Ah non, ils sont pas que dans... Oui, c'est-à-dire qu'il y a soit le remède, la solution après que le risque s'est réalisé, ou avant. Et dans un certain nombre de cas, alors pas pour tous les événements naturels, mais il y a une anticipation de certains événements, notamment les inondations. Les problèmes liés à l'eau, en général, sont... ils savent. Ils n'ont pas toujours la capacité d'anticiper bien.
mais ils ont beaucoup plus de... il y a beaucoup plus d'anticipation. Par exemple, j'avais étudié, j'avais un peu comparé le cas des séismes et des inondations. Et c'est pris en compte de façon assez différente aussi, pour plein de raisons. Mais d'abord parce que les séismes sont beaucoup plus, souvent plus destructeurs, mais pas forcément. Et on a des civilisations antiques avec par exemple des constructions anti-séisme. Dans le monde japonais, il y a ce genre de choses. Après le séisme de Pompéi, le séisme de 62 à Pompéi, donc qui a détruit une partie de la ville. On a des constructions, il se développe des constructions plus résistantes au séisme. Ça a détruit une partie des bâtiments, mais pas totalement la ville en tout cas. Donc il y a des solutions qui peuvent être mises en place, mais la différence c'est que les inondations à Rome, il y en a en fait pas forcément très importantes, mais il y en a tout le temps. Donc ils sont bien obligés. C'est beaucoup plus récurrent que les séismes. De la même façon que les petites inondations, en fait, on les anticipe, et puis les grosses inondations, aujourd'hui, je veux dire, les grosses inondations, on les anticipe beaucoup moins, mais parce que la mémoire aussi se perd très vite. Sur des zones qui sont décrétées, j'avais lu une enquête d'un géographe qui était vraiment passionnante, sur une zone classée inondable, et dont on essaye de faire partir les gens, parce que les constructions ont été faites dans les années 50, et ça devrait pas être là parce qu'en fait c'est des zones à risque, et les gens disent mais c'est jamais inondé ici parce que de leur vécu, de leur vie en fait ils l'ont pas vu, mais ça veut pas dire qu'il y a 100 ans ça a pas été inondé et donc ça peut être une vraie catastrophe. Donc il y a un peu la question de la mémoire du risque, en fait c'est vraiment une donnée à prendre en compte, et notamment dans une société où l'espérance de vie est très faible. C'est-à-dire que quand on vit 80 ans ou 90 ans comme beaucoup de gens chez nous, et quand on vit 25 ans, la mémoire, elle est beaucoup plus... les choses s'oublient beaucoup plus vite. Alors tout le monde ne vit pas 25 ans dans le monde romain, mais l'espérance de vie est autour de 20 ans. Il y a des gens qui vivent vieux, mais dans l'ensemble, les gens ne vivent pas vieux. Je ne sais pas si j'ai répondu beaucoup à votre question là. Est-ce que je peux... N'idéalisez pas les sociétés antiques. Il peut y avoir des erreurs d'aménagement. Je vais prendre un exemple. Le port d'Amathonte de Chypre, port romain. Quand l'école française a pris ceci, ils se sont dit chouette, on va fouiller un site. Ils fouillent le bassin, ils tombent sur des fours à potiers romains. Parce qu'ils ont construit un port sur un littoral sableux qui s'est ensablé au bout de quelques années. Donc il y a des erreurs d'aménagement. Ensuite, je rebondis tout à fait dans le sens de ce que vous avez dit. Pour les cours d'eau méditerranéens, ils avaient parfaitement conscience de ces crues brutales avec des montées. J'ai un mémoire de maîtrise sur la crue du Gardon, pont du Gard, c'était 2004 ou 2005. Tous les ponts à l'amont du pont romain de l'Aqueduc ont sauté, même les ponts médiévaux. La crue est passée à 50 cm sous le tablier. Et tous les ponts romains sont conçus avec une voûte très haute, des prises d'eau latérales pour éviter les pressions. Donc ça, c'était quelque chose. Et vous avez l'image de l'aqueduc avec le pont. Et c'est ce qu'on limitait au maximum, parce que c'était coûteux, c'était fragile. En fait, l'essentiel des trajets d'aqueduc passaient en tranchée, en faisant des détours sur 70 ou 80 km pour contourner les Talweg et avoir à en passer le moins possible par des piles d'aqueduc. Donc il y avait vraiment une connaissance très fine de l'hydraulique. Et Rome, il y a une carte, il y a un article italien. C'est en fait un millefeuille. Et toute l'histoire, c'est de rehausser le Tibre, parce qu'il y a régulièrement des grandes crues qui inondent toutes les parties basses. C'est pour ça qu'on fait encore des très belles découvertes à Rome, là. Parce que c'est un millefeuille d'une quinzaine de mètres d'alluvion et que les parties les plus anciennes de la Rome primitive sont pas encore fouillées et atteintes. Donc oui, les Romains avaient une vraie conscience dans leurs aménagements des risques. Par contre, ce qui est de la prévision, non. Même aujourd'hui, on n'y arrive pas parfaitement. Si vous n'avez pas
un système météorologique qui vous annonce les événements à l'avance, des pluviomètres qui envoient un signal d'alerte à un certain débit, et c'est une question d'heures ou de minutes sur certains bassins versants. Donc, non, il y avait la même vulnérabilité de ce point de vue-là. Mais il y a aussi une chose pour finir, mais quand même qui est importante à propos de Rome, par exemple, c'est aussi que c'est aussi une question de s'exposer au risque. C'est aussi une question c'est une question de degré. C'est-à-dire que en fait, l'avantage de s'installer à Rome et d'installer l'Emporium juste sur le fleuve, elle est supérieure finalement au risque de destruction et puis d'être obligé de reconstruire. Puis en fait, on reconstruit tout le temps, mais comme on fait en fait aujourd'hui. Merci. Oui. Bonsoir, je vous remercie pour votre présentation. J'ai une question pour vous, Monsieur Fouache. Vous avez présenté les dynamiques hydrosédimentaires, surtout dans des mers qui sont aujourd'hui semi-fermées, que la mer Noire, le golfe Persique ou la mer Méditerranée. Mais qu'en est-il des mers fermées, comme la mer d'Aral ou la mer Caspienne? Est-ce qu'elles ont connu les mêmes phénomènes à la même période, ou est-ce qu'ils sont un peu différents? Est-ce qu'au niveau des temporalités de 15 000 à 7 000 BP? Non, parce que ça n'a jamais été connecté à l'océan mondial. Voilà, du coup, Donc là, on est dans des systèmes endoréiques qui ont leur propre, avec en plus des zones d'apport qui viennent de l'Himalaya, du Pamir, à 1200 km plus au sud. Donc non, ça, c'est des histoires différentes. Donc il y a effectivement une mise en eau. Le maximum de mise en eau correspond au maximum de réchauffement. Donc on arrive à 7000 BP. C'est le moment où tous ces lacs d'Asie centrale sont les plus grands. Et d'ailleurs, c'est là qu'il y a des sites néolithiques, que ce soit au Mughali, province du Dornod, le Taklamakan. On a des aires lacustres qui ensuite vont disparaître. Et les sites néolithiques vont être abandonnés et les gens au bronze vont se réfugier dans des systèmes d'épandage. Ils vont cultiver les pieds dans l'eau, mais qui vont plus être assez puissants pour rejoindre ces aires lacustres. Et puis ensuite, c'est l'invention du canal d'irrigation qui permet de s'affranchir. C'est une autre histoire. C'est pas du tout les mêmes dynamiques. Oui. Merci pour cette présentation. Je voulais vous demander une chose parce que dans ma famille, il y a une très grande polémique qui se pose sur l'origine de la disparition d'un certain port au sud de la Crète. Ouais, parce que c'est en lien avec notre thème, dans la mer Méditerranée, qui est très convoitée par beaucoup de séismes et beaucoup de phénomènes météorologiques complexes comme des inondations et tout ça. Et je serais curieux de savoir, dans ces golfs-là, en tout cas autour de la côte, au sud de la Crète, est-ce que la disparition de beaucoup de ports antiques, comme celui de Kobos, peut-être que vous avez entendu parler, est-ce que leur disparition est à l'origine d'un séisme ou d'inondation? Parce que d'après ce que j'ai entendu, c'est qu'avant il y avait une sorte de lagune là-bas, mais qui a été reprise par l'élévation du niveau de mer. Alors je ne connais pas le site, donc je ne peux pas vous répondre. Par contre, la côte sud de la Crète est celle qui est face au front de subduction, donc avec des fonds extrêmement profonds, et c'est la côte les plus exposée au tsunami. Donc on peut tout à fait envisager qu'un tsunami, et c'est également la côte la plus exposée aux fortes tempêtes. Donc une lagune, il n'y a pas de grand fleuve qui débouche sur cette façade nord, c'est des courts torrents. Mais là je fais de la géomorphologie fiction. On peut tout à fait envisager qu'une lagune formée d'un petit cordon, ce cordon il peut être détruit par une grosse tempête ou un tsunami. Donc mais c'est aussi un secteur où il y a des soulèvements verticaux importants. Donc je peux pas j'ai pas traité le dossier, mais c'est effectivement une côte qui cumule tous les risques d'un point de vue littoral. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les grandes cités minoennes sont plutôt de l'autre côté, tournées vers Santorin, avec des fonds plus doux et des plaines littorales. La pire côte, c'est la sud de la Crète. D'accord. Parce que je pense que le climat a beaucoup changé, parce que de nos jours, il est un peu trop sec, le climat au sud de la Crète. Les tempêtes sont plutôt larges qu'à la côte.
les tempêtes finissent toujours par amener la houle sur la côte, surtout quand les fonds sont importants. Et puis, alors, j'ai travaillé à Delos, un programme sur l'eau à Delos. Et à Delos, il y a toujours l'idée quelles sont les ressources en eau et combien de gens pouvaient vivre à Delos. Mais en fait, au bout de 3 ans de programme, on s'est rencontré que c'était une fausse question. On s'est rendu compte que c'était une fausse question. Delos est une île granitique. Il n'y a pas de nappe permanente, il n'y a pas de source permanente. Et on a une instabilité de précipitation, enfin une irrégularité de précipitation qui fait qu'aujourd'hui, il peut y avoir 2 ans sans précipitation. Et qu'il y ait des phases un peu plus humides ou un peu plus sèches, ça ne change rien. Et en fait, il fallait avoir une citerne qui puisse assurer 2 ans d'alimentation. Et cette citerne, elle était remplie par un événement orageux, un seul. Donc pour vivre dans les Cyclades, comme dans toute zone aride où il n'y a pas une ressource, aujourd'hui c'est des bateaux-citernes qui remplissent des citernes, il fallait avoir une surface de réception adoptée au nombre de personnes qui vivaient, dans une société où on consommait un maximum de 10 litres par jour et par personne. On est loin des 250 litres d'aujourd'hui, voire des 500 litres aux États-Unis. Et à ce moment-là, on avait une citerne qui assurait une autonomie pour 2 ans et qui était remplie par un épisode orageux de 2-3 heures. Donc, c'est des sociétés qui ne pouvaient pas expliquer la variabilité climatique, mais qui étaient dedans. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre de développer un système agricole ou une installation humaine. Alors là aussi, il y a eu on a, par exemple, dans le désert égyptien, il y a Tel Douche sur la route du Soudan. C'est l'oasis la plus septentrionale, la plus méridionale, d'Égypte vers le Soudan. Les Romains ont installé un campement et ils ont développé des galeries drainantes parce qu'il y avait des puits artésiens qui étaient très actifs au néolithique, puis les ressources. Et ils ont épuisé en 50 ans avec leurs galeries drainantes qui privaient trop d'eau par rapport à ce qu'il y avait. Et en 60 ans, ils ont abandonné le fort. Donc, il peut aussi y avoir, parce qu'ils venaient d'une hydraulique, d'une Méditerranée qui était quand même plus humide. Quand ils se sont exposés à exploiter leurs méthodes dans des zones qui étaient plus arides, ils n'ont parfois pas réussi. Face à la montée des eaux, donc d'ici 1000 ans, à votre avis, donc comment vont s'adapter les mégalopodes, par exemple, pour faire face? Elles n'ont pas le choix. Les plus riches d'entre elles, dans un premier temps, c'est déjà le cas aux Maldives ou à New York, vont essayer de s'entourer de digues qu'on va monter et puis d'installer des systèmes de pompes. C'est ce que font les Pays-Bas. Les Pays-Bas, aujourd'hui, redonnent à la mer les polders agricoles qui ont une productivité économique trop faible, vont les laisser s'inonder, en restaurant en même temps un écosystème favorable à... Et puis, ils concentrent leurs moyens de digue sur les zones urbaines et les axes fluviaux dont ils ont un besoin vital, puisque c'est la source économique principale du pays. Mais ça, on va pouvoir le faire pendant 1 siècle, 2 siècles, et à un moment, c'est plus tenable. Donc, il y aura forcément des délocalisations ou des solutions. Si on veut vraiment pas quitter un port, on peut envisager des villes flottantes. Enfin, il y a plein, c'est de la science-fiction, mais... Et puis, il va y avoir beaucoup de délocalisations, d'installations plus à l'arrière. Si vous voulez, la solution raisonnable, parce que vous voyez qu'on est dans des géométries qu'on cerne parfaitement. Vous avez en France, le premier test de réouverture de digues et de remise en eau d'un estuaire, c'est la Sanne à Quiberville, tout près de Dieppe. C'est la première en France, on a démantelé on a ouvert la digue simplement sur 20 mètres et on a laissé se reconstituer l'estuaire. Et je peux vous dire que ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Les tempêtes de cet hiver, on avait exproprié des maisons et on avait gardé 2-3 maisons de pêcheurs. Eh bien, on est déjà en train de faire une digue autour parce qu'elles sont déjà affectées par les grandes marées. Et donc, la solution, ça va être d'abord bien délimiter ces espaces. Et puis, c'est 1 mètre par siècle, donc on a quand même un temps de négociation, d'adaptation.
Mais le bon usage de l'argent, ce serait d'indemniser les particuliers les plus proches en les obligeant à s'installer ailleurs, avec cette indemnisation. Et puis les infrastructures, de les utiliser tant qu'elles sont possibles, mais de les reconstruire bien à l'arrière. Oui, mais quand ça concerne des millions ou des milliards d'habitants, à ce moment-là... Oui, mais en coût économique, c'est toujours moins cher d'anticiper, d'abandonner une infrastructure qui a été utilisée, qui quelque part est rentabilisée, et de reconstruire quelque chose de neuf et de sécurisé pour une longue période, que de vouloir maintenir à tout prix. On est les salins du Midi, le coût d'enrochement, c'est 100 000 euros les 500 mètres, tous les ans. À un moment, au bout de 10 ans, vous avez mis une somme qui est complètement déraisonnable. Donc, mais il faut que la société soit prête. Ce que je vous dis là, parce que la société s'est construite avec l'idée qu'on gagnait sur la mer, mais on pouvait le faire puisqu'on était en contexte de remontée lente. La difficulté, c'est pour ça que je disais que j'avais des messages à faire passer. Je peux vous dire que c'est pas clair dans les décideurs. Peu de gens ont conscience qu'on est rentré dans un cycle qui n'existait plus depuis 7000 ans. Très peu de gens sont conscients. Hein, et qu'on rentre dans quelque chose qui n'a rien à voir avec les dynamiques qu'on a connues depuis un siècle, qui était plutôt une phase d'accalmie. Et ce point de vue-là, nous, on a la même chose dans la Roya. Des gens qui disent, mais on m'a démoli ma maison, elle datait de 1890. Ben oui, mais depuis 1890, on était dans un cycle d'accalmie, et la rivière a retrouvé son lit du début du 19e siècle. Mais c'est ce que je montrais tout à l'heure, en fait, parce que le problème se posait déjà à l'époque romaine. C'est la tension entre une approche technologique, c'est-à-dire, et les Romains le faisaient déjà, c'est-à-dire créer des digues pour se protéger. Et donc, forcément, on monte, mais sauf que les digues, elles sont pas, à un moment donné, enfin, elles tiennent une première fois, une deuxième fois, puis elles finissent par s'écrouler. Ou alors une adaptation. Et c'est-à-dire que l'adaptation, c'est que les enjeux humains, on va les mettre ailleurs. On s'expose moins au risque, c'est tout. Il faut s'éloigner de la zone du risque. Donc c'est exactement ça, en fait. Et c'est ça qui coûte le moins cher, en réalité. Et qui est probablement le plus efficace. Le problème, c'est que, du coup, ça va durer 1000 ans. Au moins. Ça va remonter de 10 mètres. À un moment, on va être tous au même endroit sur les points les plus hauts. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui ont été capables de gérer quelque chose sur 1000 ans, ça demande une grande stabilité. Mais c'est ça, en fait, et ce que je montrais sur les zones de bornage, c'est-à-dire, c'est ça, c'est en fait recul. Enfin, alors, les Romains n'ont pas forcément, voient pas les choses de la même façon. Eux, ils voient aussi la question d'éviter les empiètements sur la zone publique. Mais le résultat est quand même le même, c'est-à-dire que ça fait reculer les enjeux humains et ça les expose moins au risque. Et c'est exactement ça, en fait. La tension aujourd'hui, c'est faire des digues, c'est technologique, reculer, c'est de l'adaptation. Alors on peut construire en zone inondable. Il faut construire sur pilotis, avec un libre passage au bon gabarit. Le problème de nos villes, par exemple, c'est qu'on a couvert les cours d'eau, mais on les a pas suffisamment couverts. C'est-à-dire que vous aviez montré il y a Louvèze, la crue de Louvèze, c'est 1994. Il y a que le pont romain qui a tenu. Il était parfaitement au gabarit. Alors aujourd'hui, quand on recouvre, on fait un tablier plat, on met des piliers, on nettoie absolument pas tout ce qui s'agglutine. Donc c'est le cas à Nice avec le Paillon, c'est le cas à Marseille. Donc là, on va au-devant d'aménagements qui ont été mal pensés, mais qui ont été pensés dans des phases d'accalmie hydrologique. Si on doit dédouaner les générations qui nous ont précédés, il y a effectivement eu une phase d'accalmie hydrologique réelle de 1850 à aujourd'hui. Et là, on rentre dans quelque chose de différent. Par contre, on a eu des élections à Nice. Quand on regarde la Vésubie, qu'on a un lit d'inondation qui est parfaitement calibré, puisque la tempête Alex l'a entièrement nettoyé, et qu'on reconstruit un terrain de camping en le mettant hors inondation, en construisant en pierre des grandes levées circulaires qui rentrent dans le lit, la tempête Aline a déjà failli, qui était pourtant une tempête de retour 20 ans, a déjà failli envoyer dinguer
cette levée. Donc là, on n'est pas excusable de le faire là. Mais n'oubliez pas qu'on est des sociétés humaines, une génération c'est 20 ans. Pour beaucoup de gens, la rentabilité d'un projet économique, s'il est rentable sur 5 ans ou 10 ans, voilà, je n'excuse pas, mais il y a une pédagogie du long terme de l'intérêt général qui n'est pas forcément facile à faire passer. Et puis il y a le discours général que les gens sont prêts à entendre, et quand eux-mêmes sont concernés, ils ne sont pas forcément prêts à passer une décision qui est une contrainte pour eux ou un manque à gagner immédiate. À l'époque romaine, ça devait être pareil. Merci beaucoup, merci à tous d'être venus. On espère vous revoir pour nos prochains projets, autant Sorbonne-Antique que Géonote. Vous êtes évidemment les bienvenus. Notre prochaine conférence se tiendra le 19 mai. On vous tiendra au courant via nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre. Et encore merci à Géonote d'avoir accepté et à nos merveilleux intervenants. Merci à vous. Alors j'ai dit une bêtise, César c'était Suétone, pas Plutarque. Les Visilus, c'est Suétone. Comment ? La vie des vies des hommes illustres, c'était Suétone. Bon, César, c'était Suétone. Vous avez dit quoi ? J'ai pas entendu. J'ai dit Plutarque. Je me mélange dans mes sons. Quand on n'a pas préparé de texte, j'ai plus 20 ans.